Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce numéro de 3D dossier du dimanche. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il prend de plus en plus de l'ampleur. 2763 grossesses pour l'année scolaire 2016-2017 et pour celle en cours, les chiffres enregistrés déjà au premier trimestre sont alarmants d'un département à un autre. Tenez, d'octobre à décembre 2017, 111 cas de grossesse ont été enregistrés au niveau des apprenants de 6e en terminale dans le Borgou, 90 dans l'Atakora, 51 dans le Koufo. Et l'analyse de la situation révèle que le compteur des grossesses risque d'exploser encore cette année. Alors, que comprendre de cette hyperactivité sexuelle et précoce des jeunes? Le sexe est-il devenu finalement un divertissement dans nos écoles et comment fait-on pour réduire l'ampleur du phénomène? 4 invités pour en parler. J'ai avec moi Claire Ayemona, vous êtes la présidente de la Fondation Regard d'Amont et je précise que vous êtes magistrate et vous nous apportez sur ce plateau le regard de l'homme de droit. Bonsoir Madame Ayemona. Bonsoir Rachida. À côté de vous, Christelle Maillard Assogba, vous êtes la présidente de l'APESA, l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique. Bonsoir Madame Assogba. Bonsoir Rachida. Et en face de vous, deux autres invités. Emmanuel Guindero, vous êtes professeur certifié en sciences de la vie et de la terre et vous êtes en même temps président de l'ONG Groupe Assure Succès. Bonsoir. Bonsoir madame. Et puis un quatrième invité, Maria Legono, vous êtes sociologue. Bonsoir et merci de partager ces 52 minutes d'émission avec nous. Bonsoir. Et ma première question s'adresse à vous. Est-ce que vous êtes un peu surpris de ces chiffres? Rien que pour le premier trimestre 2017-2018. Je dois avouer qu'en voyant les chiffres, il y a de quoi s'alarmer parce que chaque année, le taux de grossesse en milieu scolaire augmente de plus en plus. Mais dire que ça doit s'inquiéter, je dois avouer que non. On ne doit pas s'inquiéter? On doit s'inquiéter du phénomène, certes, mais l'ampleur des chiffres ne doit pas être un fait étonnant du fait des mutations que vit aujourd'hui la société béninoise. Et il faut dire que l'enfant a des étapes de socialisation qui passent de l'instance primaire qu'est la famille, à l'instance secondaire qu'est l'école et au tertiaire qu'est la rue. Et dans son processus d'évolution, il est en frein à des défis qu'il doit relever pour affirmer sa personnalité et se construire une identité à l'adolescence et en vivre de cette identité demain. Et le scolaire et le milieu secondaire surtout, est le milieu par excellence où l'enfant se développe son autonomie et son identité personnelle. Parce que c'est à l'âge de la puberté où ils enfreignent tous pratiquement cette étape et c'est à la puberté que l'enfant s'affirme, développe son autonomie et se construit une identité sociale viable. D'accord. Alors, Madame Ayemona Claire, on ne devrait pas s'inquiéter de ces chiffres-là? Pour répondre, moi, je voudrais partager avec vous quelques résultats de l'enquête démographique et de santé 2011-2012. C'est une enquête qui se fait tous les 4 ans et la dernière enquête remonte à 2011-2012. Et déjà, cette enquête nous révèle que nous avons une très forte proportion de jeunes au Bénin. 49% de la population béninoise a moins de 15 ans. Et cela, depuis 1996, ça n'a pas tellement varié. Deuxième élément révélé par l'étude, c'est que 10,6% des femmes de moins des femmes, 10,6% des femmes de 15 à 19 ans ont déclaré être déjà mariées. Donc, la question de mariage précoce. Oui. Ensuite, 3,6% des filles de 15 à 19 ans ont également leur première union avant 15 ans. Et l'âge de premier rapport sexuel avant 15 ans est de 11,9 chez les filles avant 15 ans. Donc, quand vous prenez une fille sur 10 avant 15 ans, elle a déjà les rapports sexuels. Quand vous prenez 2 garçons sur 30, parce que c'est à peu près 16% des garçons de moins de 15 ans qui ont déjà leur premier rapport sexuel. Donc, c'est un phénomène qui existait pendant longtemps. Et dans le milieu rural, le taux est beaucoup plus élevé que le milieu urbain parce que les jeunes de l'école sont très vite exposés au premier rapport sexuel. Donc les études sont là, nous montrent la précocité des rapports sexuels et la conséquence des rapports sexuels précoces, c'est essentiellement les grossesses.
Donc, dans le débat que nous allons faire, je crois que le problème ne serait pas seulement de voir le phénomène tel qu'il est, oui. mais aller vers les causes du phénomène et également ce qu'il faut faire face à ce phénomène. Alors, Madame Christelle Maillard Assoba, au vu des chiffres que vient d'évoquer Madame Claire Ayé-Mona, finalement, on devrait se dire c'est dans l'ordre normal des choses alors. Oui et non. En fait, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le phénomène devient à l'air si alarmant parce qu'on a développé ces dernières années une politique de toutes les filles à l'école, mais sans penser en même temps à travailler sur l'environnement qui va conserver ces filles à l'école ou, comme l'a dit la sociologue tout à l'heure, ce qui est lié au développement de l'enfant. Il faut dire qu'on est dans une société culturelle qui ne prend pas en compte l'enfant comme étant un individu à part entière, qui a des besoins et qu'il faille lui mettre à disposition un certain cadre pour favoriser son épanouissement. On fait le focus sur l'éducation scolaire sans oublier la nécessité pour l'enfant de se développer en tant qu'individu avec ses besoins, ses limites et ses tabous aussi. Mais aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit tantôt Madame Ayé-Mona, il est important de ne pas juste s'asseoir et se plaindre de ce qui arrive, parce que ça ne va pas changer grand-chose. C'est déjà réel, donc... Mais c'est maintenant comment créer l'environnement nécessaire. L'environnement, ça passe par renforcer l'information, mais aussi renforcer le service. Parce que si nous savons que nous avons des jeunes qui sont très tôt sexuellement actifs, il est important de voir soit comment freiner cette activité sexuelle, mais la période dans laquelle ils se trouvent ne permettrait pas, parce que c'est une période où ils vont à l'affront ou à l'antipode de tout ce qu'on leur dit. C'est des adolescents. Voilà. Donc, la deuxième option, c'est comment les accompagner. Comment les accompagner, c'est comment mieux les informer et les pousser à l'exploitation de l'information qu'on leur donne. On va y revenir certainement. Monsieur Emmanuel Guindero, vous êtes professeur professeur certifié des sciences de la vie et de la terre, et donc vous êtes en permanence en contact avec cette couche juvénile, on peut se permettre de le dire, sexuellement hyperactif. Alors, comment vous comprenez ce phénomène? Comment vous l'analysez à votre niveau en tant qu'enseignant? Non, mais je crois, madame vient d'aborder le nœud, parce que ce que nous croyons généralement, c'est quoi? C'est que, bon, le phénomène existe. Mais qu'est-ce qui... C'est-à-dire, moi, je voudrais quand même qu'on aille... les causes de ce phénomène. Donc, il faut forcément qu'on connaisse les causes et que l'État prenne, c'est-à-dire en partie, ses responsabilités. Et la famille aussi, les siennes. Et vous allez constater que ça va diminuer. Parce que si on ne fait rien, les taux... Parce qu'il y a d'autres facteurs. Hein, je suis sûr, vous avez parlé de taux alarmants déjà cette année. Et je crois qu'avec les phénomènes de débrayage, peut-être attendons-nous peut-être à ce que ça galope cette année spécialement, compte tenu des 14 semaines environ de débrayage que nous avons déjà constaté. Alors, quels sont les facteurs qui font le nid aux grossesses en milieu scolaire, Monsieur Emmanuel Guindero? Oui, ben, les causes sont nombreuses. Hein. D'abord, nous allons parler de la pauvreté. On commence d'abord par là. Et les mariages forcés qui existent encore au Bénin, à l'heure où nous parlons. Nous avons l'absence ou la non-maîtrise des méthodes contraceptives. La non-information, l'information sexuelle n'existe pas. Et lorsque vous avez ce genre de choses, vous êtes d'accord avec moi que si l'enfant, déjà, surtout l'adolescent ou l'adolescente, qui a tendance à faire comme les adultes, n'a pas été informé et n'a pas les informations qu'il faut pour pouvoir aborder cette période très sensible pour les enfants, vous êtes d'accord que souvent, c'est après l'acte, s'ils ne sont pas sérieusement informés, c'est après l'acte qu'ils constatent peut-être les conséquences. Nous sommes enceintes, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et les problèmes naissent. D'accord. Ouais. Alors, Madame Maya, quels sont les facteurs qui expliquent la recrudescence de ce phénomène? Moi, je pense qu'il y a surtout l'absence d'un cadre de distraction. Le thème, là, vous avez bien dit, quand je lis, quand le sexe devient une distraction. C'est parce que nous n'avions pas des lieux
de distraction pour nos adolescents. Il faut qu'on le dise. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de centre aéré, il n'y a pas d'environnement où, après les cours, on dit, bon, j'irai m'amuser un peu. On n'a pas la notion de la lecture et tout. Parce que quand on est enfant, on ne devrait pas penser au sexe. Quand on est enfant, on est curieux, on a envie de découvrir d'autres mondes, on a envie d'aller au cinéma, on a envie d'aller à la piscine, on a envie de se retrouver entre camarades et de jouer. Vous voulez dire qu'il n'y a pas des alternatives, c'est ça? Moi, je pense que c'est ça le premier facteur. Parce que quand vous prenez des pays développés, avec l'information donnée très tôt, l'enfant se rend compte que ce n'est pas... C'est pas un terrain sur lequel il devrait aller parce que c'est assez complexe. Cela nécessite beaucoup d'attention. Et l'enfant, il est dans sa période d'innocence, d'inconscience. Donc, lui-même, quand il a bien l'information, il n'a pas envie d'y aller. Mais il faut qu'on lui donne... C'est pour ça que je parlais à l'entame d'un cadre favorable. Et c'est en absence de cadre qu'on fait avec ce qu'on a à portée de main. Et c'est le sexe qu'on a à portée de main. Oui, on ne va pas toquer à une porte quand même pour dire, voilà, je me distrais, j'ai besoin... Non, c'est les pulsions, c'est l'environnement qui favorise. Il y a le regard qu'on a sur le sexe opposé, le regard qu'on a sur soi, l'envie de découvrir. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec les TIC, avec les portables, avec cette histoire de Canal+, excusez-moi, nous, parents, on veut toujours qu'il y ait l'abonnement qui soit à jour, mais on n'est pas à la maison, on ne sait pas ce que les enfants regardent. Donc les enfants, excusez-moi, comme des moutons, bêtement, ils imitent ce qu'ils voient. Et il y a ce phénomène-là aussi de télé-réalité, de novella, où on ne fait plus le tri par rapport à ce que l'enfant regarde. Donc l'enfant, tout de suite, à force de regarder quelque chose, il commence par s'identifier à un acteur et il oublie que c'est un acteur, que cette personne est en train de jouer une fiction. Et lui, il veut transposer ce qu'il a vu dans sa vie réelle et cela donne les comportements déviants que nous avons. Les médias ont donc une part de responsabilité. Ça, on l'a toujours crié, en fait. C'est pas nouveau. Mais en même temps, il y a ce côté... commercial que les médias priment, puisque c'est à travers la diffusion de ces genres de séries qu'il y a les annonces publicitaires. Donc, à un moment, on ne fait plus vraiment la part des choses, parce qu'il faut se poser des questions. Soit on fait comme on fait dans les pays européens où on met le logo pour dire ça, c'est interdit, et qu'on responsabilise les parents aussi pour qu'ils sachent et qu'ils éduquent leurs enfants. Il y a d'ailleurs des codes parentaux. Voilà, parentaux pour qu'à partir d'une certaine heure où on sait que telle émission passe à telle heure ou tel feuilleton passe à telle heure, c'est pas bon pour l'enfant, on interdit à l'enfant d'y aller, ou on responsabilise suffisamment son enfant pour que lui-même sache que ça, il n'a pas à le faire et que les parents n'ont pas à être derrière lui. Donc les causes sont multiples en fait, mais il faut les traiter ensemble, en même temps. Il ne faut pas dire on finit ça et on va s'attaquer à ça, mais c'est vraiment tous ensemble qu'on doit... Madame Claire Ayemona, vous avez entendu les uns et les autres. Monsieur Guédero a parlé de pauvreté des ménages. Madame Maillard parle d'un manque de cadre de distraction. Est-ce que vous partagez leur avis? Moi, je voudrais insister sur la question d'information, parce que les deux ont évoqué suffisamment la question d'information, et j'ajouterai la question d'éducation sexuelle qui peut se faire à travers la presse, mais aussi à travers d'autres canaux. Et pour parler de la presse, en fait, les feuilletons n'ont pas qu'un côté négatif. Quand vous suivez bien les feuilletons, il y a toujours un côté éducationnel. Seulement, quand on n'a pas le temps d'échanger avec les enfants, on ne met pas en exergue ce côté éducationnel. Si c'était possible qu'à des moments donnés, à la suite de certains feuilletons, il puisse avoir des débats, des discussions entre parents et jeunes, pour qu'ils retiennent ce qu'ils ont trouvé de bien. Ce serait bien plutôt que de leur livrer seulement ça pourrait être donc une solution. On regarde ensemble en famille, un feuilleton. Mais parlant de l'information, je voudrais déjà dire que le cadre législatif existe. Parce que le Bénin a adopté en 2003 une loi sur la santé sexuelle et la reproduction. Et souvent, quand on parle de toutes ces questions de grossesse en milieu scolaire, de harcèlement sexuel, de viol, on ne fait pas toujours le lien avec la question de la santé de la reproduction, qui exige qu'on puisse donner aux enfants toutes les informations nécessaires sur la question de la sexualité. Les questions, les informations aussi bien sur la prévention et surtout sur la prévention des grossesses non désirées. C'est un travail que
des ONG font sur le terrain, ce n'est pas toujours visible. Et il serait bon que la presse s'investisse également dans l'éducation en amont sexuelle, en amont des enfants. D'accord. Et vous qui êtes en contact avec des jeunes, hein, dans votre association, dans votre fondation, j'allais dire Regard d'amour, est-ce qu'il vous arrive d'accueillir des filles déscolarisées, des adolescentes déscolarisées du fait d'une grossesse non désirée, par exemple? Bon, le groupe cible de la Fondation Regard d'amour, c'est surtout les petits-enfants. Mais il nous est arrivé une fois de recevoir une fille déguisée en garçon pour pouvoir échapper à un mariage forcé. Et elle s'est enfuie, les prêtres l'ont aidée à se déguiser pour pouvoir quitter le village et venir. Donc, c'est des cas qui existent. Mais parlant de l'information et de l'éducation sexuelle, nous avons fait souvent des conférences en milieu scolaire. Et je sais qu'actuellement, le ministère de la Santé, ayant pris conscience de la question, a un programme avec l'Organisation ouest-africaine pour la santé et la Fondation Regard d'amour est un peu associée pour continuer avec les conférences en milieu scolaire. Mais ce qui nous a touchés, c'est que les enfants n'ont vraiment pas l'information sur la question de sexualité. Finalement, qui c'est qui apporte l'information aux enfants? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la maison? Monsieur Emmanuel Guindero. Oui, je suis même pressé de répondre à cette question. C'est partagé. Vous savez qu'il y a 3 écoles. Nous avons l'école parentale, l'école formelle, qui est ce que nous connaissons, et maintenant l'école de la rue, qui récupère rapidement. Si nous prenons les parents, leur rôle, la plupart du temps, quand vous entendez certaines personnes, c'est que les enfants n'ont pas droit, c'est-à-dire il faut éteindre la télé lorsqu'on voit qu'on veut faire de bouche à bouche à la télévision, il faut couper, il faut faire. Mais on ne donne aucune information à l'enfant. Or, la curiosité de l'enfant, surtout l'âge de l'enfant, nous parlons de l'adolescence. Et lorsque vous êtes adolescent, vous avez pris par là, vous savez qu'on veut découvrir tout, et tout de suite. Et souvent, c'est l'interdit qui attire. Oui, et souvent, c'est l'interdit. Mais pourquoi ils ont fait ça? Donc, et maintenant, je dis, les parents se trompent. Alors, nous parlons avec les portables Android. Vous ne cachez rien aux enfants. Rien. Parce que s'ils vont à l'école et quelqu'un parvenait à dissimuler son portable dans un sac et il vient, c'est que tout ce que vous n'avez jamais voulu que l'enfant voit, l'enfant verra ça. Autant alors éduquer l'enfant, c'est-à-dire lui dire voilà. Et quand on parle d'éducation, au niveau scolaire, ça devrait commencer. Généralement, moi je parle en tant que professeur certifié, dans notre programme actuellement de SVT, dans notre programme, c'est à partir de la classe de 3e que l'enfant commence par donner réellement des notions d'éducation sexuelle à l'enfant. Alors que ça devrait commencer depuis le cours primaire. Je vais dire pour déjà, préparer l'enfant. Oui, pour préparer l'enfant. Déjà, les classes de CM1. Et quand on dit ça, les gens vont se demander, mais pourquoi apprendre comment? Non, on donnera des informations selon l'âge de l'enfant. C'est-à-dire, pourvu que l'enfant sache que, voilà ce qu'on appelle, voilà les organes génitaux, et voilà l'usage qu'on peut en faire, et voilà en même temps les conséquences néfastes lorsque nous faisons ça. Et puis trouver même des images, surtout si c'est les petits-enfants, trouver des images pour montrer, voilà l'organe, voilà, et voilà lorsque vous l'utilisez de façon malveillante, voilà les conséquences néfastes. Si l'enfant est déjà informé, généralement, il commence par prendre les précautions. Et informer aussi d'autres qui veulent forcément forcer la main aux enfants pour les déscolariser en faisant des mariages forcés. Et comme l'a dit tout à l'heure Mme Aïmouna, vous avez constaté que des gens sont même fuis. Une fille a dû fuir pour la rejoindre. Déguisée en homme, oui. En homme. Donc voilà. Et si nous ne le faisons pas, s'il y a certains parents qui ne le font pas, loin de récupérer l'enfant, généralement, ils perdent cet enfant parce que donc vous pensez l'école que de la rue certains parents ont totalement démissionné, c'est cela. Oui. Maria Legono, vous qui analysez sans cesse la société, l'évolution de notre société, est-ce que vous pensez que les parents ont réellement démissionné? Mais c'est une réalité aujourd'hui et pas seulement au Bénin. La démission parentale est un fait criard suite à la mondialisation et des crises de la Seconde Guerre mondiale. La femme au pouvoir, la femme doit évoluer, c'est un fait. Mais nous oublions qu'entre-temps, la femme avait certaines responsabilités qui étaient quand même des activités de société, même si ce n'était pas rémunéré.
Et ces responsabilités ont été délaissées C'est des responsabilités. au profit de la femme. Quand la femme aujourd'hui, la femme qui a une fonction aujourd'hui, multiplie ses tâches. Quand elle se lève, il y a l'éducation des enfants. Il faut que les enfants aillent à l'école à temps. Il faut gérer le service, encore que nos heures de service au Bénin, nous les connaissons. Il faut rentrer entre gérer la maison, gérer le service, gérer le dîner à table, vérifier si les devoirs, la femme n'a généralement le temps pour le suivi. De l'autre côté, les responsabilités sont aujourd'hui partagées, nous disons, avec les hommes. Mais est-ce que les hommes aujourd'hui sont ancrés dans la conception où l'enfant s'éduque ensemble? Où on note aujourd'hui la dissociation des liens familiaux au point où on en est à la famille nucléaire, ou même quand le voisin réagit, quand l'enfant est en tort, on n'est pas souvent ancré à laisser l'autre expliquer pourquoi, ou des fois tout de suite, on en veut à ce voisin. On en veut à ce voisin devant l'enfant. De l'autre côté, lier la question des grossesses en milieu scolaire uniquement à la pauvreté ou à l'absence de distraction, moi je dirais non. Le problème est bien circoncis dans plusieurs facteurs globaux qui partent du politique à l'économie, au social et aux technologies, et même à l'environnement. Quand on prend le palier politique seul, nous avons nos politiques éducatives, nous avons la Constitution, oui, mais quand nous créons les politiques, quel est le lien que nous prenons avec les mutations, avec les réalités visibles sur le terrain? Oui, toutes les filles à l'école, je suis d'accord, c'est une nécessité, l'éducation est très importante, mais quand elles vont à l'école, qu'est-ce qui est mis autour pour encadrer? Encore que la fille dans la rue, à la puberté, elle a des pulsions, tout comme les garçons. Entre l'éducation à la maison, le suivi de la rue qui récupère vite, qu'est-ce qui est prévu pour que l'enfant résiste face à la pression des pères? Parce que l'avènement des grossesses grâce sont les parents qui désirent voir leurs enfants enceintes en milieu scolaire. Il faut que l'enfant ait atteint un certain âge pour qu'on dise, surtout en milieu péri-urbain ou urbain, elle est majeure. D'accord. Sinon, c'est compliqué, mais quand l'enfant va goûter le cesse, qu'est-ce qui l'amène à goûter le cesse? D'un côté, il y a la pression. C'est la curiosité. Il y a la curiosité qui peut être réglée si la pression des pères, la capacité d'estime de soi, de confiance en soi est développée chez l'enfant pour qu'elle arrive à gérer la pression des pères. Parce que n'oublions pas, le phénomène de grossesse, c'est souvent lié à des sectes. Il y a bien des sectes qui se créent dans les collèges, que ce soit interclasse ou dans la même classe. Alors, oui. Ou appartenir à ce groupe est un principe parce que c'est le groupe élite. D'accord. Avoir des ramifications, est-ce qu'il faut se conformer? L'enfant est en conflit, qui est là pour l'encadrer? Alors, Madame Claire Aïmona, vous avez été ministre dans ce pays, une femme suffisamment bien occupée. Vous avez de grands enfants aujourd'hui. En tant que parent, d'accord, est-ce que vous constatez aujourd'hui cette démission des parents? Comment vous avez fait? Moi, je ne voudrais pas tellement parler de démission, mais des contraintes qui aujourd'hui ne permettent plus aux parents d'avoir toute la disponibilité nécessaire pour se consacrer aux enfants. Mais également des contraintes liées au fait que beaucoup d'enfants sont aujourd'hui à l'école. N'oublions pas qu'avant, quand les enfants ne sont pas scolarisés, c'est les tantes qui jouent ce rôle. Et mieux, dans nos traditions, en réalité, pour éviter la grossesse précoce, qu'est-ce que les parents font? On trouve vite un mari à la fille. Donc, la solution de la grossesse précoce à l'époque, c'est également le mariage précoce, le mariage arrangé. Donc, nos traditions n'avaient pas tellement la réponse pour la question. Et comme on l'a dit aujourd'hui, que beaucoup d'enfants vont à l'école, même dans le milieu rural, où dans la mentalité déjà à 15 ans, l'enfant pouvait se marier. Ce n'est pas toujours facile pour les filles de résister à cet environnement. Maintenant, parlant de l'éducation sexuelle, à partir du moment où nous avons beaucoup d'enfants à l'école, l'enseignant a abordé la question. Il faut redescendre le niveau où on doit commencer par parler de l'éducation sexuelle aux enfants. Et parler de l'éducation sexuelle aux enfants, ce n'est pas leur montrer le chemin de s'amuser avec le sexe, mais c'est d'abord montrer à la fille ce qui la différencie du garçon. D'avoir une sexualité responsable. Ce qui est l'élément différent, d'abord lui dire, écoute, à partir d'un moment donné,
ta poitrine va commencer par s'arrondir. D'accord. C'est ça qui fait une différence. Ne permets pas à quelqu'un de venir toucher cet élément qui fait ta féminité. C'est pouvoir dire à la fille, à partir d'un moment, tu peux te lever un jour et trouver du sang dans ton slip ou dans ton pagne. Cela est le résultat de telle chose et cela a telle conséquence. Si tu as le sang, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, si tu n'évites pas que les gens viennent faire ton organe reproducteur, tu peux très vite concevoir. Donc, on en profite pour parler à l'enfant. Nous avons fait des conférences en milieu scolaire et on a constaté que des enfants ont eu leurs premières règles sans trop savoir ce que c'est, sans savoir comment est-ce qu'il fallait s'y prendre. Et à la fin des conférences, parfois, il y a beaucoup qui viennent pour poser de ces questions. Ça veut dire que le besoin existe. Et face à une solution dans le cadre formel, les enfants vont chercher la solution dans le cadre Maya, informel. je vous voyais faire l'amour tout à l'heure. Vous semblez ne pas partager totalement l'avis de Madame Ayemona. Si, je partage pleinement. Cela me faisait sourire parce qu'on a un gros problème aussi dans ce pays ou dans notre société. C'est qu'il y a beaucoup d'actions qui se font mais qui ne sont pas toujours sues en réalité. Et quand le professeur il soulignait la nécessité, Madame Ayemona l'a souligné aussi, Madame Legonou aussi l'a souligné, d'introduire l'éducation à la santé sexuelle dans le programme scolaire. J'ai le plaisir, l'honneur, le privilège de conduire ce processus en collaboration avec le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'enseignement maternel, un processus que nous avons mis en place depuis 2015. Les contenus ont été rédigés, les enseignants ont été formés, bien évidemment pour une telle innovation, parce que c'est quand même une innovation, il faut commencer par un petit échantillonnage. Donc, on a formé un certain nombre d'enseignants pour commencer justement l'éducation à la santé sexuelle dans le programme scolaire, de manière à ce que ce ne soit pas en classe de 3e que la jeune fille se retrouve à parler de cela, surtout qu'on a vu l'échec scolaire par rapport aux filles. Souvent, beaucoup de filles ne passent pas le premier cycle ou après le premier cycle, il y a très peu de filles qu'on retrouve au second cycle. Donc la nécessité de vraiment parler de cela est une évidence aujourd'hui et on l'a fait de manière à ce que ce soit transversal. Et pour cela, on a choisi des matières auxquelles l'enfant est soumis durant tout son processus scolaire. Donc, on a choisi le français, on a choisi la SVT pour le secondaire général et pour le secondaire technique, on a choisi des filières. Donc, bientôt, l'éducation sexuelle sera intro. Exactement, voilà, dans nos programmes. Exactement. Et on a commencé depuis la maternelle. Cette année scolaire, on a travaillé à former les enseignants, d'abord à rédiger les contenus, donc parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire une nouvelle matière, parce que c'est lourd de créer une matière. Donc, on est parti par de l'ancrage. L'ancrage, ça a demandé à identifier les matières qui sont favorables, les leçons, il parle en termes de SA, les situations d'apprentissage qui sont favorables à la question pour permettre à l'enseignant aussi, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même un individu dans la communauté et c'est un sujet qui un peu touche la sensibilité, qu'il se retrouve quand même à l'aise à aborder ce sujet-là et que cela se fasse de manière graduelle. Si vous me donnez quelques minutes, on a choisi de travailler suivant 25 sous-thèmes. Je vais vous lire rapidement ces 25 sous-thèmes. Vous allez voir que ça rengorge un peu, ça regroupe un peu tous ces points dont nous avons parlé. Donc, on a l'anatomie et la physiologie, la reproduction, la puberté, l'image du corps, l'intimité et l'intégrité corporelle, la famille et la religion, les relations amicales, amoureuses et romantiques, la tolérance, le respect, la construction sociale et le genre, les violences à caractère sexiste, l'exploitation sexuelle et les pratiques néfastes, les comportements sexuels, les valeurs, attitudes et sources d'apprentissage de la sexualité, les normes et influences des pairs sur le comportement, la prise de décision, les techniques de communication, de refus et de négociation, l'obtention d'aide et de soutien, la prévention des grossesses. On voit quand même que ça prend en compte... Ça prend en compte vraiment tout ce qui, tous ces sujets-là qui touchent à l'individu de manière générale. Et on s'est dit, il ne suffit pas d'introduire les questions d'éducation à la santé sexuelle dans le programme scolaire. Il faut quand même un plan de communication pour sensibiliser la population, pour sensibiliser le parent, pour le rassurer sur le but et l'objectif
de cette innovation qu'on introduit dans le système scolaire. Donc, il y a un plan de communication qui va être déployé d'ici là pour sensibiliser la population et aussi sensibiliser les responsables à divers niveaux pour favoriser l'ancrage du système. Et aussi, on a pensé aux parents parce qu'on souligne le manque de temps des parents, le manque d'information des parents. Et il y a l'outil dialogue parent. Dialogue parent-enfant voilà, qui n'existe pas souvent. Voilà, Alors, qui est maintenant si en vous train le d'être rédigé et oui. qui prend en compte, je finis 2 minutes, qui prend en compte justement On n'a pas beaucoup de temps, Madame Maya, oui. l'information suivant l'âge. Donc, on a l'information suivant les différentes tranches d'âge. On a choisi 4 tranches d'âge. 0 à 8 ans, 8 à 13 ans, 13 à 17 ans et 17 à 24 ans et plus. D'accord. Donc, voilà, Madame Ayemona, très rapidement. Non, moi, c'est juste par rapport à la nécessité d'abord de sensibiliser et d'avoir l'aval des parents. C'est un sujet très sensible. Et si on ne sait pas faire, on aura des gens qui vont s'organiser pour aller contre. C'est un peu comme la question contre l'éducation sexuelle des enfants à partir du cours primaire. Je crois que c'est une responsabilité que l'État doit prendre. C'est comme aujourd'hui la question de la santé de la reproduction, où la loi dit qu'il faut permettre à l'enfant, déjà à l'enfant, on n'a pas fait cet d'âge, d'avoir toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître les méthodes contraceptives existantes pour ne pas aller à une grossesse non désirée. Mais vous savez qu'il y a parfois des lobbies pour dire il y a telle méthode dont il ne faut pas parler, telle méthode dont il ne faut pas parler. Et voilà que les résultats sont là. Donc je crois que si on veut insérer ça dans l'éducation formelle, il faut que l'État prenne ses responsabilités et se donne les moyens. Alors, Madame Ayemona, est-ce que la loi punit les auteurs de ces grossesses en milieu scolaire? Oui, le Code de l'enfant a prévu la répression de tous les auteurs de grossesse, pas seulement en milieu scolaire, mais de mineurs. Il faut dire que déjà, s'il y a grossesse de mineurs, il y a viol au départ. Parce que le viol, une fille de moins de 16 ans ne peut pas donner un consentement valable pour un acte sexuel. Donc, elle est influençable. Elle est influençable d'une manière ou d'une autre. Donc, ces rapports sexuels qui sont consommés avec des enfants de moins de 16 ans, que l'auteur même soit un enfant ou une personne adulte, on peut toujours dire que c'est d'abord un viol et que ces grossesses des enfants de moins de 15 ans sont des fruits d'un viol. Le Code a prévu la répression du viol. Et si vous avez fait attention, depuis la semaine dernière que la Cour d'assises de Cotonou a commencé, les premiers faits jugés sont essentiellement des faits criminels. En synthèse, si je puis me permettre, une fille mineure, c'est un peu comme si vous l'avez violée. C'est cela, Madame Ayemona? C'est ce que je pense. C'est ce que dit les textes. D'accord. Non, c'est-à-dire dans les faits. Parce que les auteurs, ce n'est pas toujours des enfants, mais c'est aussi des personnes adultes. Or, la loi vous interdit d'entretenir des rapports sexuels avec des femmes qui n'ont pas encore l'âge d'accepter ces actes sans contrainte. Donc, si la femme n'a pas au moins 16 ans, c'est que vous avez exercé une forme de contrainte sur elle pour la charmer et entretenir ces rapports sexuels. Et parmi les auteurs notamment de ces grossesses, on cite les enseignants eux-mêmes, on cite les éducateurs, ceux-là qui sont censés instruire ces enfants, leur apporter l'information qu'il faut leur apporter, j'allais dire l'éducation qu'il faut. Comment on peut comprendre ça, Madame Maria Legounou? C'est simple, l'enseignant est avant tout un être humain. Et quand nous prenons le ratio des enseignants d'hier à aujourd'hui, on sent nettement une disparité suivant l'âge. Les enseignants aujourd'hui sont relativement de jeunes, bien des fois des gens qui viennent de friser, de sortir de leur adolescence. Il y a certains qui sont en quête de concubines, d'autres en quête d'épouses, qui sont dans le corps. C'est vrai, il y a une matière de responsabilité, mais n'oublions pas que... Vous semblez excuser la chose. Je n'excuse pas la chose. Oh là, non. J'essaie juste d'attirer l'attention sur le fait n'est pas lié juste à un fait. Il y a une confrérie de problèmes
qui ont engendré ce phénomène que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'enseignant, il a des pulsions. Quand vous allez dans des salles où des filles sont nues en bas et qui écartent les jambes en pleine salle, il est un homme, c'est vrai. Il ne peut résister. Il peut résister, je suis d'accord. Oui, il ne peut résister. Mais ça ne veut pas dire que ça le contraint à aller à l'acte. Alors, non. monsieur Guindero, est-ce que vous êtes professeur, vous êtes, je l'ai dit tantôt, vous êtes en contact avec cette jeunesse-là. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, en tant que professeur, d'aller vers une élève, de désirer... Non, on va dire les choses sérieusement. Si vous êtes un professeur, vous êtes un enseignant... Je voudrais vous dire que tout porte à croire que, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a grossesse non désirée en milieu scolaire, la première cible, c'est les enseignants. Ah, entre autres auteurs. Oui, mais si vous faites des statistiques, vous allez constater que c'est vraiment très infirme. C'est infime, mais ça existe, monsieur Guindero. Vous savez, c'est inhérent à toute corporation, madame. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des pratiques relatives aux médias que certains d'entre vous ignorent réellement. Mais lorsque là, vous avez... On parle d'école, monsieur Emmanuel Guindero. Je parle d'école et éducateurs. je dis que normalement, aucun éducateur, d'après la déontologie, ne devrait aller vers une élève. C'est prohibé. Et Madame Claire Aïmona vient de dire que normalement, les enfants qui sont des adolescents, quand vous n'avez pas la formation professionnelle, vous ne savez pas tout. Vous savez, les brebis galeuses, souvent, c'est des gens qui n'ont pas reçu la formation professionnelle. Mais lorsque vous recevez la formation professionnelle, on vous dit, même si éventuellement l'enfant, la fille harcelait le professeur ou l'enseignant, c'est à l'enseignant de trouver les stratégies qu'il faut pour résister. Parce qu'on ne va pas dire que non, c'est elle-même qui est venue vers moi, alors on peut sauter dessus. Et de deux, lorsque on nous apprend aussi, du point de vue professionnel, à nous tenir devant les élèves. Mais est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui punit ça? Par le bas. Oui, il y a le règlement qui punit ça. D'accord. Qui punit ça. Vous ne devez pas. Et ça, même si éventuellement on surprenait un enseignant qui engrossait une fille, ou du moins qui a même des intimités avec une fille, il y a la loi qui punit. Mais ça semble ne pas décourager. La législation scolaire. Mais c'est découragé. Actuellement, alors nous parlons, si vous savez, et puis ça se produit à moins que les parents peut-être camouflent. Si les parents, camouflaient le jeu, ça c'est autre chose. Mais si c'est déclaré officiellement, et ça va au niveau des directions départementales, c'est sûr que l'enseignant sera déchargé. Donc, il y a des punitions qui sont prévues. Et lorsque vous ne faites pas la formation, vous ne savez pas tout ça. D'accord. Alors, on a vu des directeurs d'école enceinter des mineurs, de petites filles. Madame Claire Aïemona, Madame Maria Lego nous semblait tout à l'heure un peu excuser cette chose. Je vous ai vu un peu réagir parce que vous semblez ne pas être d'accord avec elle. Je disais que je ne suis pas du tout d'accord avec elle et le professeur a lâché le mot harceler. On a toujours dit une élève ne peut pas harceler un enseignant parce que dans la définition de harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait une relation de pouvoir. Lien, voilà. Donc, l'élève ne peut pas avoir une relation de pouvoir sur l'enseignant. Ensuite, dans une école bien organisée, quand vous avez des élèves qui arrivent dans une tenue que vous jugez indécente, le règlement intérieur demande à l'élève de changer de mode vestimentaire. Donc là, si l'école n'est pas bien organisée, ça, c'est autre chose. Mais je dis ce qui fait la différence entre un homme et un animal, c'est de pouvoir dominer ses pulsions. Ce qui fait la différence entre un homme et une bête, c'est de ne pas pouvoir se jeter sur une femme parce qu'elle est nue. Et souvent, quand on dit ça, on parle comme si les femmes n'ont pas de pulsion. Pourtant, elles se retiennent. Donc, cela ne peut pas être une excuse. Ce n'est pas excusable. Et je suis contente d'entendre l'enseignant dire que cela n'est pas excusable. Un éducateur est un éducateur. Il doit pouvoir avoir la conduite qu'il faut pour qu'on lui fasse confiance. C'est vrai qu'il y a des cas de plainte. Le vrai problème, c'est la complicité par le silence de l'environnement. C'est la tolérance générale, comme ce que vous avez vu la dernière fois par rapport
au détournement au niveau des cantines scolaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les directeurs sont au courant, mais on a peur de parler. On a peut-être peur du gris-gris que l'enseignant va faire et on ne veut pas parler. On a peut-être peur parce que celui qui le fait se croit avoir des protecteurs et les protéger. Mais c'est des faits que Madame nous Maya, devons désormais dénoncer Madame parce Maya, que le cadre législatif très rapidement, est là. il faut dénoncer ces cas. C'est vrai, les auteurs des grossesses en milieu scolaire, on les trouve un peu partout. Ce sont des artisans, ce sont pour la plus grande part, selon certaines sources, Et pour la la plus loi grande part des interdit élèves. de renvoyer, la loi interdit de renvoyer l'école, la fille qui est en état de grossesse. D'accord. Donc, elle peut continuer à aller en classe avec la grossesse. Il suffit que le soutien des parents. Justement, vous l'avez dit, elle peut continuer par aller à l'école. Nous sommes rapprochés d'une jeune fille qui a dû laisser malheureusement l'école parce qu'entre-temps, elle a contracté une grossesse. Elle nous a fait un témoignage assez édifiant. Regardez. Je suis tombée enceinte parce que j'ai des amis qui me donnaient des conseils que je mets en pratique. Parfois, si on a des TD, on laisse les TD pour aller se refuser sur les plages, dans les buvettes, parfois avec leurs petits amis. Mes parents ne savent pas ça parce que pour eux, je suis toujours allée à l'école. Je suis un peu à l'aise avec mes parents, mais j'ai peur de leur raconter ce que je faisais en cachette, quoi. Maman était trop dure avec moi, parfois. Je regrette trop d'avoir tombé enceinte en milieu scolaire. Parce que c'est très grave. Pour être maman et encore élève, c'est trop grave. Parce que parfois, je ne suis pas les cours à l'école. Si les professeurs donnent des explications, tu as envie de sortir ou de dormir. Donc c'est trop grave. Je n'avais pas de bon comportement avec mes parents. Parce que si j'avais écouté les conseils de maman, je serais encore en train d'aller à l'école. Je ne serais pas encore à la maison, en train de garder mon bébé. Les conseils que je pouvais donner, c'est que des filles peuvent être l'amie de leurs parents, surtout de leur mère, et de ne pas avoir trop d'amis filles. Voilà, donc c'est le témoignage d'une jeune fille, Madame Maillard. Notamment, on voit que parfois le dialogue parent-enfant est totalement absent et donc du coup, ça occasionne un certain nombre de choses. Quelle est votre réaction très rapidement par rapport à cet élément témoin? Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, on va y aller très vite. Vous avez souligné déjà, c'est le dialogue, l'absence de dialogue parent-enfant. Mais moi, je voudrais ajouter qu'au-delà du dialogue, il faut aussi le comportement qui va suivre. Pour un simple fait, une chose est de bien discuter avec son enfant et de le rassurer, de se confier à vous. Mais il ne sert à rien que l'enfant se confie à vous et que vous-même, à votre tour, vous rapportiez tout de suite ce que votre enfant vous a dit. Il faut une relation de confiance. Il faut une relation de confiance et d'exemplarité. Parce qu'il ne faut pas dire une chose à l'enfant et en faire le contraire. Et les enfants, ils sont très observateurs. Donc, il faut qu'ils se sentent rassurés et surtout qu'ils se sentent accepter avec ses propres désirs, ses propres pulsions et qu'on prenne le temps de lui expliquer la nécessité de poser de bons actes. Parce que l'enfant a souligné tout à l'heure, elle prenait des conseils chez ses amis. Si le dialogue parent-enfant était vraiment réussi à la maison, avec cette notion de confiance, avec cette notion aussi de responsabilité, parce qu'il y a ça aussi qu'on ne souligne pas souvent, la notion de responsabilité, la notion de faire comprendre à l'enfant que tout acte qu'on pose a des conséquences et qu'on parte sur la base d'exemples, de faits vécus, et que l'enfant s'approprie l'information. Parce que Madame Claire, je revenais un peu, donc Madame Claire Aymona parlait tout à l'heure de manque d'information. Les enfants sont informés, mais ils ne s'approprient pas l'information. Parce que vous avez vu les campagnes qu'il y a eu par rapport aux questions de VIH, SIDA, abstinence, les bons comportements pour ne pas avoir le SIDA et tout. Vous allez en milieu scolaire, les enfants vont vous le répéter. Ils vont vous le répéter à tue-tête. C'est comme quand on apprend des leçons, mais on ne comprend rien de la leçon qu'on est en train d'apprendre. Il y a la nécessité d'appropriation. La nécessité d'appropriation. Donc, ils ont l'info,
Mais ils ne Mais comprennent ils ne pas comprennent l'info, pas. ils ne savent pas l'exploiter et ils ne s'identifient même pas dans l'information qu'on est en train de leur donner. Donc cela ramène au problème de nécessité, de responsabilité, de nécessité de respect. Et c'est pour ça que nous, à APESA, nous faisons la promotion de 3 valeurs. Respect de soi, respect de l'autre et responsabilité. Et ça, c'est des valeurs qui sont tant valables sur les questions de sexualité que sur les questions de citoyenneté, que sur les questions de relations amicales, amoureuses et D'accord. professionnelles. Alors, Madame Claire Aïe-Modin, entre autres moyens ou voies pour un peu freiner ou réduire le phénomène, on a cité, on a dit qu'il fallait introduire l'éducation sexuelle à l'école et on vient d'écouter cette jeune fille et manifestement le dialogue parent-enfant devra aussi être renforcé, non? Nécessairement. En fait, les enfants n'ont pas toute l'information. Elles ont peut-être des informations, mais j'estime qu'ils n'ont pas toute l'information réellement et de façon continue. N'oublions pas que c'est également un monde dynamique. Donc, Ça parle beaucoup. On est parfois surpris de ce que les enfants peuvent se dire. Ceux qui sont là au moment où vous donnez entre- l'information, ce n'est plus nécessairement les mêmes après. Or, ce n'est pas tous les ans qu'on passe partout dans toutes les écoles. C'est pour cela qu'il est important de l'intégrer dans l'éducation pour que chaque année l'information puisse rester malgré le dynamisme de la population scolaire. Et la question de la responsabilité des parents, c'est très important. Et en fait, des études ont montré également que quand les parents ont un niveau d'éducation élevé, c'est différent. C'est quand les parents eux-mêmes n'ont pas un niveau d'éducation élevé qu'ils ont du mal à accompagner les enfants. Parce que là, il y a le problème des mauvais conseils, il y a le problème de défaut de dialogue, mais aussi l'accompagnement des parents. Et quand c'est des parents quand même qui ont un niveau Mais comment les donné. parents doivent s'y prendre entre le boulot de maman, entre le boulot de papa et tout? Comment trouver le juste milieu? Parce que c'est ça En aujourd'hui. fait, quand je dis l'accompagnement, ce n'est pas tous les enfants, les filles qui tombent enceintes, qui sont rejetées par les parents comme celle-là. D'accord. Non, Donc, elle n'a pas été rejetée. Elle a été très soutenue par sa maman. Mais elle n'a pas Mais- pu poursuivre les études. Oui. Mais il y en a qui ont quand même, malgré ça, ont eu la chance de poursuivre les études et de réussir dans leur vie. C'est en cela que le problème de l'accompagnement des parents est nécessaire. D'accord. Mais elle nous l'a assuré, elle va reprendre les cours l'année prochaine si tout va On bien. l'encourage vivement. Emmanuel Guinderou, je vous ai vu prendre des notes tout à l'heure. Oui, parce que vous avez vu, elle a sorti, elle a lâché des mots que sa maman était trop dure. Ça veut dire que ça pose le problème de confiance, comme l'a soulevé tout à l'heure. Et lorsque l'enfant commence par redouter la chicotte, ou du moins les représailles de la part de ses parents, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne pourra pas tout dire, ou du moins, elle va vous donner les informations justes, utiles, alors que les informations nécessaires seront camouflées. Et elle a posé aussi, si vous voyez, il y a le problème de mauvaise fréquentation. Ça veut dire que les parents ont une responsabilité. Lorsque vous êtes parent et votre fille commence par avoir un certain âge, vous devez commencer par avoir un peu de regard sur ses fréquentations. Qui elle fréquente et comment elle se comporte à l'école. Vous pouvez prendre parallèlement à ses camarades, vous pouvez essayer d'aller dans le collège, essayer de sillonner pour voir un peu comment ça se passe. On voit parfois des parents sache. lâcher les enfants, ils ne vont même mais pas à l'école. Lorsque vous le faites, est-ce que le parent, est-ce qu'il va, parce que souvent on demande, nous enseignants, nous demandons aux parents de passer de temps à autre dans les écoles et les collèges pour voir, parce qu'elle vient de poser un problème très grave. Elle est censée aller au TD, mais vous avez constaté qu'elle prend les heures de TD, elle quitte la maison. Des fois même, elles ont des habits de rechange dans leur sac. Et elles vont dans la rue directement. Elle change, même on quitte la maison, quelques instants après, on change. Ça pose un problème de suivi. Ça pose, c'est ce que je disais au départ, ça pose un problème de suivi. On doit régler cela. Et ça veut dire que si le parent, par exemple, les parents passaient dans les écoles ou dans son établissement, ils auraient constaté que, mais à tel TD, mon enfant n'est pas arrivé. Ou si l'enfant entretenait des rapports avec l'enseignant, peut-être. Oui, non, là maintenant, ce n'est pas l'enseignant, parce que si c'est l'enseignant est censé être au TD. Mais ça dit, c'est avec, c'est la mauvaise camaraderie là qui engendre tout ça. Très bien. Donc voilà, ça donne aussi, vous avez constaté que si elle n'a pas pu continuer, c'est les complications que génèrent les grossesses. Parce que vous savez que ce n'est pas facile. Heureusement que je ne suis qu'avec des femmes, et vous savez que
supporter une grossesse, c'est assez Les difficile. conséquences, Et les conséquences sont lourdes. Ici maintenant, nous allons louer Dieu parce que cette dame a au moins fait son enfant. Parce que vous savez que la conséquence la plus lourde, elle pouvait, Perdre si la vie. l'organisme n'est pas prédisposé à supporter, oui, la mortalité, ça dit que oui. D'accord. Donc ça pouvait générer une Donc, mort. entre autres conséquences liées aux grossesses en milieu scolaire, il y a, il y a les risques. les avortements, Oui. Il y a la Mortalité mortalité maternelle maternelle et et infantile. infantile. Il y a le refus. La Il y a stérilisation. les stéréotypes et D'accord. les frustrations qu'engendre la société, le regard que porte la société. Et ça, c'est ça qui m'amène à dire, et non pas à vous répondre, mais à vous amener à comprendre quand je dis les enfants provoquent, ce n'est pas que les enfants provoquent les enseignants. C'est pour dire qu'entre la norme qui est dit, les lois qui sont établies et la pratique, il y a un problème au niveau des pratiques sociales. Les pratiques ne sont pas toujours en adéquation avec les normes préétablies. Et même les normes établies ne prennent pas aussi les réalités culturelles pour mieux peaufiner les lois. Parce que n'oublions pas, dans certains milieux, à 15 ans, 16 ans, si la fille n'est pas mariée, elle est considérée et rejetée de la société comme une femme problématique. Ça existe au Bénin. Donc, en peaufinant les lois, il faut quand même voir quel apport y mettre pour conscientiser de ce côté. Et dans la pratique, même en milieu collégial, nous savons qu'entre les complicités, les pots de vin, il y en a plusieurs pour camoufler. Ce sont tous ces éléments qui amènent aussi le relâchement chez les enseignants. Et aussi, la majeure partie des enseignants au Bénin ne sont pas les professionnels. On quitte le milieu universitaire, on tombe dedans, des fois sans formation au préalable, sans aptitude au préalable, que peut-être pour la matière qu'on veut enseigner. voilà. Je crois que C'est un sujet, c'est pas oui. que j'arrache la parole, mais je crois quand même que les États successifs sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que la formation professionnelle Pour soit rendre de plus mise. professionnels Oui, les parce qu'il y a enseignants. beaucoup d'enseignants, même les enseignants qui ont été reversés dans la fonction publique ont suivi la formation professionnelle. Donc ça veut dire que le professionnel Pour commence éviter les par- dérives Oui. au niveau des Ceux-là- enseignants qui ceux-là- parfois... ceux dont elle parle actuellement, c'est les honoraires. Je vais parler des vacataires, qui sont aussi nombreux, mais qui suivent ce que nous appelons des animations pédagogiques. Peut-être qu'elle ignore ça. Il y a des animations pédagogiques que des professeurs, peut-être d'un niveau donné, font avec Mais est-ce que les vous reconnaissez jeunes, que oui. vous reconnaissez que le trafic de notes fait partie des causes quand même de ces grossesses en milieu scolaire? Bon, non. Très bien. Ça là, D'accord. non. Je dis non Je suis parce que d'accord. C'est- ce oui. serait La- de certains enseignants. Mais c'est pas beaucoup de grossesses non désirées ne sont pas liées aux notes, au trafic de notes. Non, parce que vous savez, il y a les autorités à divers niveaux qui prennent des mesures pour contrecarrer cela. Et C'est un sujet. excusez-moi, Oui. quelques secondes là. Lorsque on parvient à vous identifier, ça fait d'abord votre honte dans le collège et de collège en collège, vous partez dans n'importe quel, les directeurs s'entendent entre eux pour te rejeter. Donc l'année qui va suivre, si tu étais honoraire, tu n'auras pris des heures dans On les tous collèges. cela participe Donc, à tout ça là, oui, responsabiliser à davantage responsabiliser. Je crois que l'enseignant, à je faire ne suis en pas sorte en que train de nous défendre, l'enseignant oui. ne devienne pas le bourreau de l'élève. Allez, pratiquement, c'est déjà la fin, j'allais dire, de cette émission. Donc voilà, Madame Maillard, Oui, je voulais juste le mot rajouter de la fin très rapidement. Rapidement, je voudrais dire que l'éducation à la santé sexuelle est aussi en train d'être renforcée au niveau des ENS et des ENI pour vraiment capaciter les enseignants sur comment vivre ces mutations qu'ils ont aujourd'hui, leur jeunesse d'esprit et comment se comporter. Résister, comment se Exactement. comporter. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter, que l'enseignement au changement de comportement ou à l'éducation à la santé sexuelle se fait aussi maintenant au niveau des ENS et des ENI pour que les nouveaux enseignants sortent aguerris avec eux-mêmes des notions. Zéro grossesse bientôt en milieu scolaire. Pourquoi pas? On Pourquoi s'y pas? mettra tous D'accord. ensemble. Madame Claire Ayemona. Non, moi, je voudrais simplement dire que les normes sociales, les normes religieuses sont ce qu'elles sont, mais il n'y a pas toujours uniformité avec les normes légales. Et si on dispose de tests et qu'on veut mettre en place une politique pour aller à l'encontre d'un phénomène dans le cadre du développement de la nation,
il faut parfois faire primer les lois sur les normes sociales et les normes religieuses. Ce sera votre mot de la fin, très rapidement. Mon mot de la fin, c'est de faire en sorte que très tôt, ce programme en cours pour l'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire puisse y aller. Vous pensez que ça pourra... Et deuxième chose, que les partenaires et les structures gouvernementales puissent donner la main aux ONG qui travaillent sur le terrain et qui font quand même des choses formidables pour que nous ayons moins de grossesses en milieu scolaire. Alors, Madame Maria Legonou. Oui, je dirais juste que le problème des grossesses en milieu scolaire est un phénomène amplifiant. Mais il serait vraiment intéressant que ne traite pas les causes un à un, mais qu'on les rassemble ensemble pour les traiter. Parce que traiter les phénomènes de façon isolée amplifie davantage le phénomène. Parce que le temps de boucler ce trou, l'autre est ouvert et ça s'est agrandi. D'accord. Mais zéro grossesse en milieu scolaire, vous y croyez, vous aussi? Espérons. D'accord. Voilà. Emmanuel Guindéo, comment on fait pour que le sexe, finalement, ne soit plus une distraction pour les enfants? Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire que le sexe se consomme comme des bouts de pain à l'école. Ça fait sourire, mais c'est assez triste. Et ce sera votre mot de la fin. Ok, merci madame. Et je crois que dans un premier temps, il faut que les parents désacralisent qu'on n'en fasse plus un sujet tabou. Non, et qu'on discute avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut forcément que l'État insère, je martèle, c'est une doléance que je fais en direction de notre gouvernement. Il faudrait qu'on insère dès les bas âges, je veux parler des classes du primaire, l'éducation sexuelle dans les programmes et que les contenus soient progressifs, c'est-à-dire que ça soit en adéquation avec l'âge de l'enfant. Et que les informations, qu'on ne dise pas seulement que ce serait seulement les parents ou l'école qui devrait s'en charger. Il faudrait aussi inviter nos chères adolescentes et adolescents. Oui, et adolescents à la retenue et faire toujours, vous savez, un suivi rigoureux pour éviter les mauvaises fréquentations avec nos adolescents surtout, qui malheureusement sont sujettes aux conséquences néfastes. D'accord. Voilà, le constat de toute façon est que nos adolescents et adolescentes sont sexuellement hyperactifs, mais on peut freiner cette hyperactivité-là au niveau des jeunes. Il suffit que chaque maillon de la chaîne puisse jouer son rôle, les parents, les enseignants, l'État également puisse jouer son rôle et que les jeunes, les adolescents et les adolescentes prennent également conscience de ce que leur avenir se joue à ce niveau-là. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.